C'est un sentiment de tristesse qui m'anime parce que nous avons remarqué, pour nous qui avons suivi un peu le déroulement des choses, que c'est d'abord les démarches qui ont conduit au vote de ce code n'ont pas respecté les dispositions même de la CEDEAO à laquelle nous appartenons, parce que ces dispositions quand même prônent pour un code électoral consensuel, parce que c'est à base quand même de ce code-là que nous allons participer aux élections. Et tous les partis qui désirent participer aux élections quand même doivent se retrouver à travers ce code électoral. Et là déjà, il y a le bas qui blesse. Et par la suite, nous avons remarqué également les organisations de la société civile qui ont demandé, après le vote, même une relecture. Et ça veut dire que le consensus a manqué dès le départ. Tous les acteurs quand même qui interviennent dans le processus électoral n'ont pas été associés à ce code-là. Et lors du vote, nous avons suivi les débats, nous avons vu comment les amendements ont été apportés et nous avons compris que vraiment c'est un peu comme un code monté, un code taillé sur mesure. Et c'est malheureux parce que ça peut nous conduire à un blocage systématique du processus électoral en 2026. Et je pense que les acteurs eux-mêmes qui sont les porteurs de ce code-là ont compris cela. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après le vote, pour défendre ce qui est fait, il vient dire que même si en temps, tous les partis ne remplissent pas les dispositions de ce code-là, qu'on peut reprendre les élections. Mais après tout quand même, je crois que une élection organisée, c'est quand même les sous du contribuable qui en pâtent. Et donc reprendre encore une élection comme si tout est gratuit, je pense que ce n'est pas responsable de la part des porteurs de ce code. Et nous avons vu, pour aller un peu plus en détail, où déjà en 2018, on a voté un code qui demande à ce que les partis aient 10%, avant d'être éligibles à la répartition des sièges, et qui était déjà une discussion polémique, mais aujourd'hui, on double carrément, je crois, ce taux-là. C'est malheureux. C'est comme si on vote des lois, pour cibler. On vote, comme le disait l'autre, des lois drones, pour cibler, alors qu'en réalité, le législateur doit pouvoir quand même voter des lois impersonnelles qui doivent durer dans le temps. Mais ce qui est fait là, je crois que d'ici 2026, les élus vont devoir repartir encore à l'Assemblée pour une relecture. Et là, nous sommes en train de perdre du temps et c'est malheureux pour notre système démocratique. Et là, vous voyez, même lors de l'audience, qui a statué sur le recours qu'ont adressé les élus du parti de l'opposition, les démocrates, il a été constaté par ces élus-là que le code transmis par le président pour vérification de constitutionnalité n'est pas le code qui a été amendé par les parlementaires à l'Assemblée. Et au lieu que le président en un homme responsable quand même, un juriste normalement, parce que la Cour elle est censée être neutre, au lieu que la Cour demande à vérifier effectivement, parce que les débats qui ont eu lieu, il y a eu quand même des enrichissements. Et nous tous nous avons suivi de par nos positions différentes. Donc, que le président pouvait se donner les moyens de vérifier effectivement si ce code-là, est conforme à ce qui a été véritablement amendé à l'Assemblée avant de statuer sur sa conformité avec la Constitution ou non. Mais malheureusement, nous avons vu d'abord le président lui-même qui s'est érigé. Bon, peut-être que la Constitution, la loi lui permet d'être en même temps le rapporteur. Et on a vu déjà comment on appelle l'orientation que le rapporteur a donnée déjà à cette audience-là. Et nous tous nous savons déjà qu'à 100%, c'est ce qui allait être. Et malheureusement, je crois que sans surprise, c'est ce qui a été vraiment. C'est malheureux pour notre démocratie. Et je pense que ces acteurs devraient normalement rentrer dans l'histoire de façon positive, laisser leur nom dans l'histoire de façon positive et non se faire passer pour des tueurs de démocratie, se faire passer pour des gens en mission, pour tuer, pour arracher au peuple béninois les acquis qu'il a pu avoir, comment on appelle, pendant des luttes. Par rapport au code qui a été récemment promulgué, et il faudrait dire que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement dangereux. Voilà un président qui arrive et qui déclare que pour gagner les élections dans ce pays, que c'est très simple, c'est très facile, il suffit simplement pour lui donc de contrôler toutes les institutions de la République, c'est-à-dire tout ce qui est
la Sénat, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez, toutes les institutions, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, on a au total 6. Avec lui, ça fait 7 institutions. Et il dit également qu'il faudrait contrôler tout ce qui est, c'est-à-dire leader d'opinion dans le pays. C'est-à-dire les maires, les chefs quartiers et autres, tout ça. Là. Alors, et il ne l'a pas simplement dit, il a réalisé et il a fait. Et c'est son credo, c'est par rapport à ça qu'il estime qu'il est fort, il est puissant. Mais en réalité, pour avoir fait ça, est-ce qu'on peut continuer de dire qu'on est dans un état de droit? Est-ce qu'on peut continuer de dire que celui-là est réellement un démocrate? Non, puisque lui-même a dit qu'il va mettre la démocratie entre parenthèses et qu'il va compromettre la paix pendant longtemps pour pouvoir réaliser ce qu'il a à réaliser. Alors là, nous sortons carrément donc du cadre légal, le cadre institutionnel qu'est la démocratie. Est-ce que vous voyez? Donc, elle a réussi donc à faire ça. Il est tranquille et c'est ça qui lui a permis justement de gagner les élections parce qu'il n'y a pas eu en jeu véritablement. Et c'est dans cette logique-là qu'on s'est installé encore par rapport au code qui vient d'être promulgué par lui. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, ce code-là, c'est parce que il a contrôlé, c'est lui qui l'a installé, le président de la Cour constitutionnelle, ils sont 7. Ces 16 éléments, c'est lui qui les a mis là. Et il a dit justement ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'ils sont en train donc de faire. Donc ça ne nous a pas autrement surpris. On s'attendait justement à ce qu'on ait, qu'on appelle cette décision donc provenant donc d'une telle cour. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel en direction donc de tout le peuple, de toute la population, pour que cette population comprenne qu'il faut s'aligner derrière l'opposition. Si on veut sortir nos populations justement donc de la misère que les populations traversent, il faut s'aligner derrière l'opposition. C'est avec regret et avec tristesse que j'ai appris hier que le code électoral a été promulgué par le chef de l'État. Je ne dirais pas code électoral, mais je dirais un machin d'exclusion. Mais j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Le peuple béninois est souverain. Et la souveraineté appartient au peuple. Et je pense que le peuple finira un jour par arracher sa souveraineté. Et ce code, c'est un code d'exclusion complètement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en 2019, on a subi. En 2021, nous avons subi. En 2023, on nous a mené 10%. Nous avons subi encore. Aujourd'hui, à cause de ces 10%, les gens se sont retrouvés en prison. Les gens sont en prison à cause de ces 10%. Cette histoire de parrainage. Aujourd'hui, on nous ramène ce parrainage à 15%. On a en face de nous des gens qui n'aiment pas cette démocratie. On a en face de nous des gens qui sont des méchants de la République. Ils se disent compétiteurs nés, mais ils ne veulent jamais aller aux compétitions. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui se déclare compétiteur né et qu'à chaque fois que la compétition s'approche, il change les règles du jeu en sa faveur avant d'aller à ces compétitions.